Bonjour à tous, il est 15 heures, ravi de vous retrouver pour ce journal dont voici les principaux titres de l'actualité de ce 2 décembre. Dans l'actualité nationale, le président de l'Assemblée nationale d'Illeta, Mohamed Dilleta, s'est entretenu avec une délégation parlementaire de haut niveau. Également dans l'actualité, la première assemblée de l'Alliance doctorale pour l'adaptation climatique s'est donc tenue aujourd'hui. En nouvelles du monde et dans ce qui fait toujours l'actualité internationale, près de 100 Palestiniens de plus ont été tués dans des carnages israéliens en moins de 24 heures. C'était les titres place au développement et nous entamons ce journal par cet accueil. Le président de l'Assemblée nationale d'Illeta, Mohamed Dilleta, a accueilli une délégation aujourd'hui au tarmac de l'aéroport international de Djibouti. Une délégation de haut niveau de l'Assemblée de la République populaire de Chine conduite par le vice-président du comité permanent, l'ambassadeur de la République de Djibouti, de la République populaire de Chine à Djibouti, M. Hu Bin, était également présent pour accueillir la délégation. À l'entame de cette visite officielle, un premier entretien s'est tenu au salon d'honneur de l'aéroport après les salutations protocolaires. Lors de ce bref échange, le président de l'Assemblée nationale et le vice-président du comité permanent de l'Assemblée populaire chinoise ont salué la profondeur et la solidité des relations historiques d'amitié et de coopération entre les deux pays. Ces liens fondés sur des valeurs communes et un respect mutuel dont ont été décrits comme un modèle de partenariat bilatéral exemplaire entre les deux nations. Ensuite, cette même délégation s'est rendue à la gare de Nagat, point névralgique du chemin de fer Éthiopie-Djibouti, un point de coopération sino-djiboutienne dans le domaine des infrastructures. Cette visite a eu lieu en présence des membres du bureau de l'Assemblée nationale, notamment la vice-première présidente, l'honorable Safia Elmi, le deuxième vice-président, l'honorable Omar Ahmed Ouaes, et l'honorable Seleban Daher Bilé, secrétaire du bureau du président du groupe d'amitié parlementaire Djibouti-Chine, et le questeur, l'honorable Ibrahim Abdo. Ce chemin de fer, première ligne ferroviaire standard et électrifiée d'Afrique de l'Est, incarne le partenariat stratégique entre les deux pays. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement d'échanges entre les deux groupes d'amitié parlementaires sino-djiboutiens pour favoriser le partage d'expériences entre les deux institutions législatives, prenant donc un renforcement des bases d'un partenariat stratégique et durable entre les deux pays. Également dans l'actualité, nous allons à Ouéha pour cette cérémonie mémorable, l'inauguration d'une bibliothèque, un événement marquant pour les élèves et la communauté éducative qui s'est tenue sous les auspices du ministre de l'Éducation nationale. La suite dans cette séquence.
L'école de base de Ouéa a accueilli une cérémonie mémorable, l'inauguration d'une bibliothèque, un événement marquant pour les élèves de la communauté éducative. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Hamoud, était présent aux côtés de l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique, Mme Cynthia, ainsi que du préfet de la région, des représentants du conseil régional, des parents d'élèves et des élèves. Cette bibliothèque entièrement financée par les États-Unis représente un pas important vers une amélioration des conditions d'apprentissage dans la région. La cérémonie s'est déroulée dans une ambiance festive, riche en couleurs, en émotions. Les élèves ont eu l'occasion de montrer leur créativité à travers des sketchs, des poèmes et diverses animations mettant en avant l'importance de la lecture et de l'éducation. Dans son discours, l'ambassadrice a exprimé sa gratitude envers la population de Ouéa pour leur accueil chaleureux. Elle a souligné que cette bibliothèque est bien plus qu'un simple bâtiment. Elle est un symbole de l'engagement des États-Unis envers le développement éducatif de la République de Djibouti. Mme Cynthia a également insisté sur l'importance de la coopération entre les États-Unis et la République de Djibouti, affirmant que cette initiative s'inscrit dans une volonté de renforcer la qualité de l'éducation. Le représentant du conseil régional d'Arta a pris la parole pour rappeler l'importance cruciale de la lecture dans le cursus scolaire, encourageant les élèves à profiter des ressources qui seront désormais à leur disposition. Pour conclure la cérémonie, le ministre Moustapha Mohamed Hamoud a remercié les États-Unis pour leur soutien indéfectible envers son ministère et a exhorté les élèves, les enseignants et les parents à faire bon usage de cette bibliothèque. La cérémonie s'est clôturée par un moment convivial autour d'un café et d'une photo de famille à immortaliser cette journée inoubliable pour l'école d'Ouéa et ses élèves. Cette inauguration marque une étape significative dans l'effort continu d'améliorer l'accès à l'éducation et à la culture dans la région. Dans son discours, l'ambassadrice américaine a tout d'abord exprimé sa gratitude envers la population de Ouéa pour leur accueil chaleureux et n'a pas oublié de souligner que cette bibliothèque est un bien notamment pour la population de cette localité. Explication. C'est avec une immense fierté et un profond sentiment de partenariat que je me joins à vous pour marquer l'inauguration de cette nouvelle bibliothèque pour l'école Ouéa. Une fois inaugurée, cette installation sera le symbole d'une collaboration fructueuse entre le ministère djiboutien de l'Éducation et l'ambassade des États-Unis. Elle représente bien plus qu'un simple bâtiment. Elle est également un phare d'espoir et une promesse de savoir. Partout dans le monde, l'éducation sert de passerelle vers les opportunités et est un pilier du développement. Elle est au cœur de la création d'un monde plus inclusif. Cette bibliothèque est un témoignage de l'engagement inébranlable de mon pays, les États-Unis de l'Amérique, en faveur de l'excellence éducative à Djibouti. Chaque bibliothèque symbolise l'engagement des États-Unis à autonomiser la jeunesse djiboutienne à travers la lecture et l'éducation. Les bibliothèques sont un des lieux magiques où les enfants peuvent apprendre et explorer le monde à travers les livres. Ensemble, nous continuons à construire des ponts de connaissances qui nous unissent dans notre humanité commune et dans la quête d'un monde meilleur pour tous nos enfants. Et en prenant la parole à cette occasion, le ministre Moustapha Mohamed Mahmoud a remercié les États-Unis pour leur soutien indéfectible à l'égard de son ministère et a exhorté les élèves, les enseignants et les parents à faire bon usage de cette bibliothèque. Nous l'écoutons. Madame l'ambassadrice, c'est vraiment un plaisir et une émotion de parrainer cette cérémonie d'inauguration de la bibliothèque de l'école de Ouéa. Une bibliothèque qui s'inscrit bien dans cette quête que le ministère a engagée depuis quelques années sur la qualité des enseignements, apprentissages, comment faire de nos enseignements un enseignement de qualité, et le fait qu'une école dispose d'une bibliothèque et en soi, bien sûr, cette recherche et cette disponibilité pour les élèves d'un cadre de travail agréable. Une bibliothèque est donc un instrument d'éducation et d'épanouissement des élèves. Et qu'est-ce qu'on fait à l'intérieur de cette bibliothèque? C'est bien sûr avant tout la lecture,
Et la lecture est bien sûr la porte d'entrée pour faire voyager, comme l'ont très bien dit les élèves dans leur sketch, permet de voyager les élèves, créer des imaginaires et développer l'esprit créatif et l'écriture. La bibliothèque fait partie donc dans l'environnement scolaire qui a un effet des leviers importants dans l'amélioration de la lecture et de la qualité des apprentissages. Donc je voudrais ici remercier l'ambassade américaine pour cet appui et son soutien permanent pour une éducation de qualité et inclusive, notamment à travers bien sûr les projets DEGRA, les projets Play to Learn et les projets sur l'employabilité des jeunes avec USAID. Donc c'est toute la communauté de la localité qui est présente et qui vous dit merci pour ces cadeaux, merci pour bien sûr pour ce lieu privilégié où bien sûr naissent le futur de Djibouti. Parce qu'aujourd'hui vous avez devant vous les futurs de Djibouti, donc c'est eux qui vont prendre la relève demain et donc certainement dans leur petite tête quelque part, ils vont garder ce souvenir et vous dire encore une fois merci. Dans le cadre de la 6e édition de la Semaine nationale du handicap, l'Agence nationale des personnes handicapées, en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale de la formation professionnelle, ont organisé ce matin au Sheraton Hotel une formation sur les différents modèles de la pédagogie clinique et retard mental. Cette formation vise à fournir des outils concrets et efficaces pour travailler de manière plus adaptée avec les personnes en situation de retard mental. Les participants sont équipés pour répondre de manière précise et humanisée aux défis de l'accompagnement pédagogique. Cette cérémonie d'ouverture a été marquée par la présence du ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mohamed Mahmoud, du directeur de l'ANPH, Douali Saïd Mahmoud, ainsi que des nombreux hauts responsables du ministère de l'Éducation nationale, des responsables de l'ANPH. Cette formation a pour objectif de répondre aux principaux modèles théoriques de la pédagogie clinique, identifier les approches pédagogiques adaptées aux personnes présentant un retard mental et de savoir mettre en œuvre les stratégies et les outils spécifiques pour améliorer l'apprentissage et l'accompagnement des individus concernés. Nous participons à un atelier dans le cadre de la Semaine nationale de l'handicap avec l'ANPH et au Sheraton Hotel concernant donc la 6e édition pour l'année 2024. Il concerne donc les objectifs de cet atelier que nous participons aujourd'hui. C'est un atelier effectivement donc assez constructif, un atelier de formation dans le cadre de la pédagogie clinique. Comme vous le savez, donc, je suis un cadre aussi du ministère de l'Éducation nationale et donc du centre de formation. Et l'objectif de cette formation nous permettrait bien sûr de mettre en place un plan de formation sur la pédagogie clinique. Comme vous le savez, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a pour objectif donc un cap sur la qualité, l'inclusivité et l'équité. C'est la raison pour laquelle le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle éduque aussi des enfants à besoins spéciaux, que ce soit donc dans toutes les formes d'handicap. C'est la raison pour laquelle cette formation nous permettra de mettre en place donc une expertise, des outils qui vont effectivement donc permettre au centre de formation de former les enseignants et les personnels du ministère de l'Éducation nationale. C'était l'appel de la prière. Merci. Si vous nous rejoignez, eh bien, le Centre d'études et de recherche pour le développement, l'Université de Djibouti et l'Institut de recherche pour le développement ont organisé, sous le haut patronage du ministre de l'Enseignement supérieur, la première assemblée de l'Alliance doctorale pour l'adaptation climatique. De quoi était-il question? La réponse avec Samatar Saïd.
Le Centre d'études et de recherche pour le développement de l'Université de Djibouti et l'Institut de recherche pour le développement ont organisé sous le haut patronage du ministre de l'Enseignement supérieur la première assemblée de l'Alliance doctorale pour l'adaptation climatique. Cet événement marque une étape importante dans la mise en place des recherches collaboratives et d'initiatives innovantes visant à relever les défis posés pour le changement climatique dans la région. L'assemblée a réuni des chercheurs, des étudiants, doctorants ainsi que des experts en sciences de l'environnement pour échanger des idées, de partager des expériences en matière d'adaptation climatique. Les discussions ont porté sur les solutions durables et les stratégies d'adaptation. L'Alliance doctorale a pour objectif de renforcer les capacités de recherche des jeunes scientifiques dans le domaine de l'adaptation et de la gestion des risques climatiques. Elle recherche et cherche également à favoriser l'échange de connaissances et la mise en œuvre des projets de terrain tout en promouvant la coopération régionale et internationale. Cette initiative qui réunit des experts, des chercheurs et des institutions de plusieurs pays représente une réponse concrète et collaborative aux défis posés par les changements climatiques. Elle incarne des valeurs que nous partageons tous, la solidarité scientifique, l'ouverture et l'engagement envers un avenir durable. L'Université de Djibouti est fière d'être un acteur clé de cette alliance. En tant que directeur de l'école doctorale, je peux vous assurer que de l'entière mobilisation de notre institution dans ces projets ambitieux, nous mettrons à disposition nos ressources académiques, nos chercheurs, nos étudiants, pour contribuer à l'avancement des connaissances et des solutions dans le domaine de l'adaptation climatique. Eh bien, cette fois, je vous propose de suivre l'intervention du directeur général du CERT qui a parlé que l'Alliance doctorale a pour objectif notamment de renforcer les capacités de recherche des jeunes scientifiques dans le domaine de l'adaptation, de la gestion des risques climatiques. Ce qu'il faut dire, je pense, à l'occasion de cette journée-là, qui nous réunit autour du projet l'Alliance doctorale à l'adaptation climatique, c'est que au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, il y a une véritable continuité dans le temps. Et cela, en fait, a pris naissance déjà depuis plus de 10 ans, une dizaine, une quinzaine d'années facilement, sinon plus. C'est en fait essayer de rassembler la communauté scientifique pour qu'il y ait une synergie dans la démarche scientifique à l'échelle de la région, de la Corne de l'Afrique, de l'Afrique de l'Est, afin de comprendre en fait quels sont les impacts des changements climatiques, car nous savons que les modèles globaux ont malheureusement leurs propres limites. Quoi qu'en soient les méthodes qui ont été développées autour de cela, aujourd'hui, ils ne répondent pas à nos propres besoins aujourd'hui. Et c'est en ce sens que nous sommes parfaitement dans la continuité à travers le ministère, le Centre d'études et de recherche de Djibouti, mais aussi nos partenaires dans le domaine de la recherche comme l'Université de Djibouti et aussi d'autres partenaires de développement comme l'environnement, la direction de l'agriculture, la direction de l'eau, etc. et tous les autres partenaires qui sont là aujourd'hui parmi nous. Je ne vais pas m'étaler davantage, je voudrais juste rappeler un point essentiel, c'est que nous, de la communauté scientifique, nous avons la responsabilité face à nos décideurs publics de fournir les données essentielles à la base pour pouvoir tracer les orientations du développement durable dans nos régions. Et autres personnes qui se sont exprimées au micro de la RTD lors de cette journée, il s'agit de l'ambassadrice de France à Djibouti qui a pris la parole dans le cadre de cette assise de collaboration avec donc le ministère dans le cadre de cette journée pour le changement climatique et l'Alliance doctorale. Je voulais vous dire deux choses ce matin. D'abord, à quel point tout ce que nous avons fait avec mon équipe, avec Eric, avec David, et avec les collègues de l'IRD qui nous ont soutenus et encouragés, tout ça nous l'avons fait parce que vous nous avez donné l'inspiration. Parce que cette communauté de recherche, parce que votre vision de l'Observatoire régional sur le changement climatique, parce que votre ambition de mettre ensemble, de faire de la synergie, de faire de la science ouverte, de vous occuper des problèmes qui vous concernent et vous animent au quotidien, votre volonté de travailler en synergie régionale, c'est ça qui nous a inspirés pour qu'on construise l'instrument technique qui nous a permis de financer cette ambition. Donc c'est l'inspiration que nous avons trouvée en discutant avec vous, en échangeant avec vous, qui nous a permis de mettre en place ce nouvel outil
que nous espérons effectivement, Jaloudine a raison de le rappeler, qui restera dans la durée. Nous l'avons démarré, maintenant c'est notre bien commun, c'est notre bien collectif. Il s'agira de le faire perdurer pour les autres générations. Et en ces périodes où il y a beaucoup de désinformation, beaucoup de contestation des principes scientifiques dans les médias, nous avons aussi en tant que communauté scientifique un message à envoyer sur l'effort que représente la rigueur scientifique, mais aussi la chance que ça représente pour nous tous. Et je suis particulièrement fière de voir à la fois une grande diversité dans la salle, des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes, des Djiboutiens, des Kenyans, des Éthiopiens, des Tanzaniens, des Somaliens. C'est ce message-là que nous devons faire passer. C'est ensemble, c'est un collectif que nous surmontons les défis climatiques. Et en clôturant la série des interventions, le ministre de l'Enseignement supérieur, Dr Nabil Mohamed Ahmed, n'a pas manqué de parler de solutions concrètes qui répondront aux besoins urgents en matière d'adaptation et au changement climatique dans la région. C'est quelque chose de très très particulier. Particulier d'autant plus qu'elle s'adresse à l'adaptation pour les changements climatiques. Elle permet quoi en fait ? Elle permet à des chercheurs de divers pays, avec divers moyens, d'œuvrer sur la connaissance du climat dans la région, d'optimiser nos moyens. Nos pays ne sont pas très riches, mais chaque pays a quelque chose à apporter. Elle peut apporter au niveau de la connaissance, des hommes et des femmes qui ont cette connaissance d'abord, la connaissance, mais également les outils que nous développons les uns et les autres et la réflexion. Pour que nous ne vivions pas en vase clos. Ça permet également d'œuvrer pour la paix, en rapprochant les chercheurs, les scientifiques, les techniciens. On peut œuvrer pour donner des outils pour gérer ou anticiper sur les conflits, donner des directions aux politiques pour leur expliquer à travers les données et la recherche que nous avons trouvées dans cette alliance, leur proposer des schémas d'adaptation qui puissent prévenir les conflits. Alors, ce projet ADAC, il a également cette particularité. Certes, il y a une alliance pour l'adaptation pour le climat, mais elle n'est pas que théorique. Souvent, on reproche aux chercheurs d'être très théoriques. Comment cela peut impacter la population? Et c'est là où ce projet prend une autre dimension. Cette dimension de se dire, dans chaque pays, nous allons prendre une zone d'adaptation prioritaire, et j'aime bien le mot innovation. C'est-à-dire à partir de la recherche que nous avons et des données que nous avons collectées, comment donner à nos techniciens, mais pas uniquement aux chercheurs, mais également partir du savoir local pour que on puisse innover par rapport à un stress hydrique, par rapport à problèmes de santé, par rapport à des maladies émergentes, par rapport à l'environnement. Donc ce sont tous ces éléments. Tout à l'heure, l'ambassadrice disait qu'elle souhaitait que ce soit durable. Je le souhaite du fond du cœur parce qu'on ne voudrait pas s'arrêter uniquement à l'Afrique de l'Est. On voudrait vraiment s'ouvrir à l'Afrique de l'Ouest. Et quand on veut réussir quelque chose, moi je suis pour le rapprochement des hommes et des femmes, des cultures, des continents. Et ce premier travail que nous faisons avec la France, je pense que l'Afrique aujourd'hui souffre de ce problème de changement climatique. L'Europe, le monde, et une grande partie du savoir et de la technologie se trouve en Occident. C'est ce partenariat entre la connaissance et l'optimisation de nos moyens matériels et techniques qui peuvent œuvrer bien sûr pour la paix, mais également rapprocher les populations sur une problématique très très importante. Et nous poursuivons ce journal avec le lancement de la deuxième session de formation religieuse pour les ulama. Pour plus de précisions, vous allez suivre le commentaire avec Samter Saïd. L'attaché religieux de l'ambassade du Royaume d'Arabie Saoudite en République de Djibouti a inauguré la deuxième session de formation religieuse pour les ulémas, imams et les prédicateurs lors d'une cérémonie tenue à l'hôtel Kempeski à Djibouti, sous le patronage du ministre des Affaires musulmanes et bien Warf, M. Mohamed Hassan Barre, en présence de l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite en République de Djibouti, Faisal bin Sultan Al-Qabani. La cérémonie de lancement a vu la participation de l'attaché religieux par intérim, Mohamed Al-Shabani, ainsi que des responsables de haut niveau du ministère des Affaires musulmanes, outre des ulémas
d'Arabie Saoudite et de la République de Djibouti. Cette session de formation qui reflète la profondeur et la coopération religieuse entre les deux pays frères fait partie des efforts continus du Royaume dans le renforcement de la modération et de l'équilibre à travers le monde islamique. Il est à noter que cette formation destinée aux prédicateurs, imams et étudiants en sciences religieuses intervient à un moment où il est de plus en plus nécessaire de promouvoir la culture et de la modération al-Wasatiyya au sein des communautés musulmanes. L'événement a été couronné en honorant les cheikh du Royaume d'Arabie Saoudite, l'ambassadeur d'Arabie Saoudite à Djibouti et le ministre des Affaires islamiques et des dotations en reconnaissance de leur effort pour que la fille ait formé des imams, des prédicateurs et des étudiants en sciences de la charia. Il convient de noter qu'en septembre dernier, l'attaché religieux de l'ambassade du Royaume d'Arabie Saoudite a organisé la première session de formation religieuse pour les ulémas et les prédicateurs du pays. Et la deuxième séance d'ouverture de cette formation a été marquée par des interventions importantes abordant la nécessité d'un ancrage scientifique pour faire face aux défis religieux contemporains. En effet, l'ambassadeur saoudien à Djibouti, Faisal Ben Sultan Al-Qabani, a exprimé sa fierté de cette collaboration fructueuse entre le Royaume d'Arabie Saoudite et Djibouti, soulignant le rôle essentiel de son pays dans le soutien des programmes éducatifs de sensibilisation visant à diffuser la pensée modérée parmi les érudits, les prédicateurs et dans divers pays. Il a également salué la relation bilatérale entre les deux pays frères, le Royaume d'Arabie Saoudite, sous la direction du serviteur des deux lieux saints, le roi Salman Ben Abdelaziz Saoud et le prince héritier, le prince Mohammed Ben Salman Ben Abdelaziz Saoud et la République de Djibouti, sous la direction du président Ismaël Omar Guelleh. Le diplomate saoudien a d'autre part passé en revue les diverses activités menées par l'attaché religieux au cours de la période récente, y compris des formations de la charia, des séminaires scientifiques pour les imams et prédicateurs. D'autre part, le ministre des Affaires musulmanes et des biens Waqf, Moumin Hassan Barre, a souligné l'importance de cette formation dans le renforcement de la conscience religieuse correcte chez les imams et les prédicateurs, précisant que les sessions organisées par l'attaché religieux de l'ambassade du Royaume d'Arabie Saoudite en République de Djibouti contribuent à former les leaders religieux capables de diffuser les valeurs de l'islam modéré. Eh bien, dans son discours, le ministre a indiqué que cette initiative remarquable s'inscrit dans la vision du ministère de créer l'Institut Al-Wasatiyya aux cultures de la paix. Il a également dit nous espérons que la volonté de Dieu, les futures sessions verront une coordination entre les missions religieuses et l'Institut Al-Wasatiyya. Nous sommes heureux que cette session distinguée se tienne à la mosquée du roi Salman à Djibouti-Ville, un phare scientifique et de religieux qui reflète la profondeur des liens fraternels entre le Royaume d'Arabie Saoudite et la République de Djibouti. Et nous allons en Cameroun, cette fois, dans le cadre de la campagne de soutien à la candidature de Mahmoud Ali Youssouf à la présidence de la Commission de l'Union africaine. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mohamed Abdelkader Moussa Helem, a effectué cette visite officielle de 48 heures à Yaoundé, où il a été reçu par Paul Biya, président de la République du Cameroun. Lors de cette audience, le ministre a transmis le message du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, à son homologue. Les discussions ont porté sur les priorités du programme de la candidature djiboutienne à la tête de la Commission de l'Union africaine, ainsi que le renforcement des relations bilatérales entre les deux pays. Également dans l'actualité, dans la journée du mercredi 27 novembre, le colonel Wahis Amr Bororé, commandant de la garde-côte, a accueilli au camp de Doralé le général Michel Langlais, commandant des États-Unis pour l'Afrique, lors de sa visite de travail à Djibouti. Le général était accompagné d'une importante délégation comprenant Madame Cynthia Christ, ambassadrice des États-Unis d'Amérique à Djibouti,
du major général Brian Cashman, commandant du cabinet donc des forces Horn of Africa du capitaine Ryan Gard, aux fonctionnaires de la défense des États-Unis et d'attachés de défense djiboutiens, ainsi que du capitaine de navette Christopher Chang, attaché naval des États-Unis à Djibouti. À son arrivée au camp de Doralé, le général anglais a été accueilli par le colonel Waes Omar Borré avant de passer en revue les troupes d'honneur de la garde-côte djiboutienne. Ensuite, le colonel Waes Omar Borré a saisi l'occasion de cette visite pour exposer à la délégation américaine les missions et les accomplissements de la garde-côte dans le domaine de la sécurité, de la sûreté maritime en tant que local, régional. Il a aussi présenté les différentes opportunités de collaboration et de coopération entre la garde-côte djiboutienne et les forces armées américaines, notamment dans le domaine de la formation et les exercices communs. Une riche discussion s'est ensuite tenue entre les deux parties, portant sur les voies et moyens de renforcer la coopération dans le domaine de la sécurité maritime dans la région. La visite s'est clôturée par la traditionnelle photo de famille. Nous allons à Obok dans le cadre de la campagne des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. L'Union nationale des femmes djiboutiennes, en collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour la population, a organisé une formation des relais communautaires à Lissabié. Cette initiative vise à renforcer les capacités locales pour la prévention des violences basées sur le genre, les MGF, les orientations des victimes. La formation permet également aux relais communautaires de jouer un rôle actif dans la sensibilisation, la protection des populations vulnérables, en particulier les femmes et les jeunes filles. Cette action s'inscrit dans la campagne nationale qui s'étend aux 5 régions de l'intérieur du pays, avec pour objectif de bâtir une société plus inclusive, respectueuse des droits humains. Les droits humains à Gaza, près de 100 Palestiniens ont été tués dans des carnages israéliens en 24 heures. Ces massacres commis par l'armée israélienne au cours de ces 24 heures dans le cadre d'un nettoyage ethnique qui dure depuis plus d'1 an. Les représentants du Hamas sont arrivés samedi au Caire pour discuter d'un éventuel cessez-le-feu à Gaza. Les pourparlers dans la capitale égyptienne interviennent après l'entrée en vigueur d'une trêve mercredi entre Israël et le Hezbollah au Liban. Israël commet un génocide en cours dans la bande de Gaza qui dure depuis 7 octobre 2023, faisant plus de 149 000 victimes palestiniennes entre morts et blessés, pour la plupart des enfants et des femmes, et plus de 11 000 disparus dans un contexte de destruction massive, de famine meurtrière, faisant des dizaines de victimes, dont des enfants, des personnes âgées, dans l'une des pires catastrophes humanitaires au monde. Et c'est ainsi que se referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi à toutes et à tous.